va maintenant aller voir une autre entreprise qui s'est aussi lancée dans une démarche Lean. Peggy Cuvelier d'Eiffage et Cyril vont nous parler de comment justement, alors là dans une posture de Lean Officer, on se lance dans une démarche Lean et on convainc aussi d'ailleurs les patrons de s'y engager avec autant d'énergie qu'Alain. On vous écoute. Peggy, bonjour, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour Cyril. Ton parcours m'inspire, ton aventure Lean est passionnante et tu vas nous la faire partager. Elle l'est pour plusieurs raisons. Le BTP, le secteur d'activité, et oui, on peut faire du Lean dans le BTP. Une grande entreprise, et je suis bien placé pour savoir que ça complexifie un peu les choses. Et ton parcours personnel que tu auras l'occasion de nous décrire. Peggy, je te laisse la main. Quel est ton terrain de jeu ? Merci Cyril, bonjour à tous. Je vais vous parler d'Eiffage en tant que major du BTP, non pas pour vous assommer sur des chiffres, mais plutôt pour vous montrer quelle est la diversité de nos métiers. C'est avant tout une aventure humaine, le BTP, avec des chantiers qui peuvent être extrêmement impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran le pas de tir d'Ariane 6, mais c'est l'équivalent pour la partie construction métallique d'une tour Eiffel que l'on fait coulisser. Et puis pour la partie béton, un énorme échappement en béton armé pour évacuer les fumées. C'est aussi des routes. Alors les routes, ça peut paraître simple, mais c'est d'abord du terrassement, ce sont des ouvrages d'art, ce sont des chaussées qui nécessitent des structures complexes pour pouvoir avoir de la durabilité dans le temps et subir les assauts des camions. C'est aussi des réparations de tout type, des réparations d'ouvrages, et ces derniers temps c'est devenu très important dans nos métiers et ça le sera encore plus dans le futur. On ne va pas faire que des nouveaux ouvrages, hein. Et puis c'est des tunnels. Tous ceux qui sont dans la région parisienne ont hâte que ça se termine. Il y a encore quelques années, mais avec beaucoup de tunnels qui vont nous creuser de magnifiques RER et métros. Et c'est aussi des lignes grande vitesse, de la construction métallique. On voit à travers ça que déjà, il y a beaucoup de métiers. Il y a vraiment de la technique qui peut être très différente, beaucoup de spécificités. Mais ces grands chantiers, ça n'est que la face émergée de l'iceberg, parce que Eiffage, c'est 100 000 chantiers par an. Et donc, c'est pas que des gros chantiers, c'est énormément de petits. Et donc, au-delà de la diversité dans l'activité, on a aussi une diversité dans la taille des chantiers. Ça crée... et c'est nécessaire une culture très décentralisée pour être au plus proche des clients et au plus proche du terrain. Donc c'est vraiment une culture dont il faut tenir compte, la culture de la responsabilité au plus près du terrain. Et puis on a un petit plus chez Eiffage, 80% de nos collaborateurs sont actionnaires de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment pas négligeable parce que ça fait un très bon terreau pour travailler la performance. On comprend le terrain de jeu, une grande diversité, des gens engagés pour leur entreprise. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment l'aventure a commencé pour toi dans cette transformation ? Alors, l'aventure, elle a commencé déjà par ma démarche personnelle. Je suis arrivée dans le BTP par les achats et j'avais envie d'apporter autre chose. À travers ma contribution sur les différents projets, je m'étais rendu compte qu'il y avait d'autres axes à travailler. Et venant du secteur de l'industrie, il y avait des choses qui me sautaient aux yeux, parfois, qui pour moi semblaient des évidences, mais qui ne l'étaient pas du tout, en fait. Donc, j'ai eu envie de faire ça et j'ai eu la chance, quand j'étais dans l'automobile, j'étais chez Forcia, de vivre une transformation. Alors, pas de l'intérieur, c'est pas moi qui ai mené la transformation, mais par contre, j'ai pu l'observer. On est passé au début des années 2000 d'usines de garnissage de sièges qui étaient des postes uniques avec un sellier qui faisait à peu près tout
c'est-à-dire depuis l'armature jusqu'à la mise en place de la coiffe, des gens extrêmement investis, extrêmement professionnels. Et donc on est passé de ce modèle-là à un modèle en ligne avec des étapes et avec un approvisionnement par des petits trains, avec des contraintes de flux tirés, y compris sur les fournisseurs. Et ça, je l'ai bien vu puisque j'étais dans la partie achat. Et pour moi, on ne fait pas de bon achat sans une bonne intégration de la contrainte logistique. Il faut raisonner d'un point de vue complet. Et donc, ce qui était intéressant, au-delà de cette transformation, c'est de voir la réaction des gens. C'est de voir que, allez, beaucoup, peut-être la plupart, je ne sais pas dire exactement, mais n'y croyaient pas. Tout le monde disait, ça va planter, on va planter le client, on va faire des produits de mauvaise qualité. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. En très très peu de temps, les usines se sont transformées. Le client il y a eu vraiment de la qualité dans les produits livrés et surtout des tag times qui se sont réellement réduits. Et d'entendre des gens qui disaient ça va pas marcher, de voir que ça a marché, de voir que même ça a apporté, mais ça donne vraiment la force de pouvoir conduire ça ailleurs, quoi. Parce que finalement, ce que j'entendais souvent en arrivant dans le BTP, c'était ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, on ne voit pas bien pourquoi on changerait, ça a toujours marché. Donc ça, c'est ma démarche personnelle. Après, moi, je me suis formée, je me suis beaucoup intéressée aux lignes, j'ai lu des bouquins, je me suis inscrite à l'Institut Lean, on a partagé pas mal de choses. Et puis, une fois que ça s'était fait pour moi, il fallait que je trouve l'accroche. Donc, je l'ai trouvé auprès du président de la branche infrastructure de l'époque. Il avait un sujet sur son plan stratégique. Il avait un axe qu'il avait appelé excellence opérationnelle, sur lequel, au final, il n'avançait pas comme il voulait. Et il avait confié ça à des managers, mais il n'en était pas spécialement content. Et là, je lui ai dit, en fait, si tu veux que ça progresse, il faut s'en occuper. Et il faut s'en occuper vraiment. Il faut quelqu'un dont ce soit le souci tous les matins, qui ait cet objectif en tête. Parce que tes patrons, c'est certainement leur objectif, mais un de leurs objectifs. Ils ont les RH, ils ont le commerce, ils ont la gestion. Et donc, au final, prendre du temps pour ça, si c'est vraiment important, il faut le faire. Donc ça a été un des premiers sujets qui l'a amené à essayer. L'autre, c'est que je lui ai fait rencontrer un directeur régional de la branche Eiffage Énergie qui menait le Lean déjà depuis 4 ans, quelqu'un qui avait progressé en chiffre d'affaires, qui avait défriché des niches de travail et qui lui disait tout le bien qu'il avait pu engranger de cette démarche Lean. Et c'est le deuxième point qui, sans réellement l'avoir convaincu, je suis pas dupe, en tout cas lui a donné envie d'essayer. Alors tu as réussi une première étape clé, trouver un patron qui veuille tester, qui te fait confiance. Donc super. Et comment vous avez démarré alors ? Alors on a démarré comme un peu finalement ce que l'on entend dans les boîtes de conseil, avec l'idée de faire des démarches par vague, 3 projets sur 3 mois. On fait quelques succès, on trouve quelques pionniers, ça en entraîne d'autres, on passe donc à 9, et puis très vite ça se multiplie. Bon, ça s'est jamais multiplié. La réalité nous a rattrapés. Alors, peut-être que l'on a mal fait. Hein, je pense qu'il y a de l'intérêt dans ces démarches et on en reparlera plus tard. C'est effectivement le pouvoir montrer des succès. Ça, c'est la success story. C'est sûr, ça donne envie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais la réalité nous a rattrapés. Alors, encore une fois, plusieurs raisons à ça. Déjà, mon président est parti. Donc il a fallu se réorganiser, il a fallu adapter les choses. C'est sûr qu'on n'a pas forcément besoin d'un président toujours derrière soi pour avancer, mais pas l'avoir, c'est peut-être un petit peu plus difficile quand même. Donc ça, c'est la première raison. Il y en a une autre,
c'est que j'avais sans doute pas suffisamment intégré cette culture très décentralisée, cette culture de la responsabilité auprès du terrain. C'est-à-dire que pour pouvoir mener des démarches comme ça, on comprend très vite que c'est extrêmement top-down, en fait. Mais moi, ce qu'il me fallait, c'était aller travailler avec les patrons auprès du terrain. Donc, ça ne marche pas dans ces cas-là. Et puis, la troisième raison, qui est sans doute celle qui est la plus importante, c'est qu'il faut du temps. 3 mois, ça ne suffit pas pour se changer profondément. On compte ça plutôt en années. Et donc, je pense que c'est un leurre de penser qu'on va faire une mission 3 mois et puis une autre et qu'après les choses vont être extraordinaires. Faut accepter le temps, en fait. Faut accepter les changements biologiques des personnes. Donc, on a changé notre fusil d'épaule. On est parti sur une démarche que je qualifierais de démarche en étau. Donc, on a priorisé, on a pris quelques entités qui avaient vraiment envie de travailler le sujet, vraiment envie de se transformer. Et il n'y en a pas tant que ça, mais c'est pas très grave, parce qu'il vaut mieux faire les choses de façon profonde que faire les choses de façon superficielle. Donc, on a pris ces quelques entités et puis on a travaillé sur 2 axes. L'axe terrain, ça reste la base de tout, les constats terrain, travailler avec les équipes, les impliquer, trouver des petits problèmes, avec des petites solutions, et puis commencer par cette démarche des petits pas. Et l'axe managérial. Parce que si le patron n'est pas suffisamment impliqué, si l'on n'adresse pas suffisamment ces problèmes, on peut se planter. Et d'ailleurs, sans se planter, parce que finalement on a redressé le tir, il nous est arrivé de nous fourvoyer un peu sur les premiers sujets à traiter avec les équipes. Et j'ai en tête effectivement plusieurs sujets où on travaillait avec le terrain, on optimisait certains problèmes, mais finalement on n'adressait pas l'objectif essentiel qui pour certains pouvait être le travail avec le matériel, pour d'autres le pilotage du planning. Donc effectivement cette démarche en étau, ça nous permet d'être sûr que on applique toute la chaîne managériale in fine et concerne les problèmes. Voilà, j'ai fait un petit visuel de ça, mais on retrouve bien effectivement le problème du terrain qui, parfois tout simplement, quand vous voyez des gens attendre sur le bord d'une route, c'est pas juste parce qu'ils n'ont pas envie de bosser, c'est juste parce que le béton n'est pas arrivé, parce qu'il n'a pas été commandé, ou qu'il y a eu un problème, il a fallu renvoyer un autre produit. Et puis à côté de ça, vous avez effectivement le patron qui, lui, a des gros problèmes de planning, qui risque des pénalités vis-à-vis du client et de l'insatisfaction client, bien entendu. Mais bon, pour faire se rapprocher tout ça, il faut vraiment travailler sur ces deux axes. Donc voilà comment on travaille aujourd'hui. Donc tu as travaillé ton geste de rapprocher le top management des préoccupations terrain et inversement de permettre que les préoccupations terrain nourrissent les objectifs du manager. Tout à fait. Super. Vous êtes lancé, vous avez trouvé des patrons partants, vous avez travaillé sur des problèmes qui intéressaient les grands chefs, les moyens chefs et les gens du terrain. Quelles sont les clés du succès alors ? Comment vous avez réussi à faire décoller tout ça ? Je crois qu'il y a un sujet qui fait consensus, c'est la communication. Je ne connais pas un manager de changement, d'ailleurs d'une manière générale, qui ne considère pas que la communication ce soit un axe fort. Et donc, ça a commencé par un premier chantier que l'on a fait connaître. Donc on a travaillé sur la performance du génie civil. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ce sont sur la photo de gauche ou de droite, je ne sais pas ce que vous voyez dans quel sens, ce sont les voiles du Carnot d'Ariane 6. Et donc il y avait effectivement un sujet de rendement assez fort. La Guyane, c'est quand même des saisons assez capricieuses, et donc il y a des fenêtres de tir qui sont très courtes pour bien travailler. Le béton ne se mouille pas trop, sinon c'est pas très solide. Donc il y avait vraiment des sujets
de rendement. J'ai eu la chance de présenter quelque chose d'à peu près aussi simple que ça en top 50. De dire, on a optimisé nos rendements, on a réduit les déplacements. Il faut savoir qu'un compagnon sur nos chantiers, sur 8 heures de travail, marche entre 10 et 12 km par jour. Enfin, par 8 heures. Ça fait, si on marche aux alentours de 5 km/h, quand même, 2 heures de marche. Et c'est pas 2 heures de marche à se promener dans la campagne, c'est 2 heures de marche en montant, en descendant, peut-être avec une charge. Donc des risques d'accident aussi, puisque les accidents de plein pied sont souvent une des premières causes d'accident. Donc ça, c'est des choses qui intéressent les patrons, de voir qu'en fait, on peut aller travailler avec des petits sujets. On a fait des aménagements terrain avec le conducteur de travaux qui étaient des choses de base. On a remonté le poste de découpe dans les échafaudages pour que les gars aient pas à descendre. Rien d'extraordinaire. Mais on l'a fait parce qu'on a pris le temps d'observer. Et donc ça a permis effectivement d'intéresser d'autres. Et notamment le patron d'une des activités de réservoir avec lesquelles... Voilà, c'est un des pilotes avec lesquels on a réellement travaillé depuis 2 ans, et je vais vous montrer une petite vidéo. Réservoir, c'est les châteaux d'eau, hein, on est d'accord. C'est ça. Alors, on a vu la construction en accéléré d'un château d'eau. Hein, c'est plusieurs étages répétitifs qui se cumulent. Est-ce que tu peux nous décrypter un peu quelques éléments clés de cette vidéo ? Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit qu'on adresse le terrain. On adresse le terrain par des choses extrêmement simples, du poka-yoke, du fluo pour du détrompage de sens, et que ça leur parle, ça les intéresse, on trouve des solutions avec eux qui permettent effectivement moins de perte de temps sur leur quotidien. On adresse aussi les patrons parce que c'est chiffré. C'est factuel et ça permet de commencer à prendre des décisions. On peut prioriser, on voit quels sont les axes qui semblent apporter le plus de grains à moudre, et puis on peut adresser d'autres entités parce que finalement un château d'eau c'est un ouvrage d'art, hein, et au final les problèmes que l'on rencontre sur un château d'eau peuvent être les mêmes partout. Aujourd'hui, cette entité, après 1 an et demi, 2 ans de travail avec eux, ils ont vraiment avancé parce que des idées, ils en avaient plein. Des idées d'amélioration, vraiment, ça foisonnait. Et le sujet, c'est qu'ils les traitaient tous en même temps. Et je dirais pas de façon suffisamment scientifique, comme la démarche Lean nous l'apporte. La démarche des petites pas, c'est avant tout une démarche d'expérimentation. Moi, je mets ça comme une démarche de laboratoire, en fait. On essaye. Et donc, on a travaillé avec eux les priorisations des sujets, la robustesse des solutions apportées. Et aujourd'hui, après 1 an et demi, ils sont même allés jusqu'à déposer des brevets pour travailler finalement différemment leur méthode et leur production. Donc on a vraiment passé des caps. Ça s'est pas fait si simplement que ça. C'est-à-dire qu'au travers de ces améliorations terrain, vous êtes revenu sur le produit, sur les méthodes fondamentales pour construire un château d'eau, et vous avez déposé des brevets pour le faire différemment ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que une fois qu'on a traité les premiers sujets, ceux qui sont simples, mettre une ligatureuse, des choses relativement simples, des choses un peu moins simples comme passer d'un escalier complètement préfa sur 10 marches, voir comment on l'intègre à l'intérieur. Une fois qu'on a traité ces sujets-là, il faut s'attaquer au cœur. Il faut se dire comment on réussit réellement à réduire le temps des levées. Et ça,
c'est la On revient au technique. design. Bah oui, c'est la technique qui va l'emporter. Il y a autre chose aussi qui est très significative dans le travail que l'on a mené avec eux, et ça fait partie d'une des erreurs qu'on avait commis. C'est que ils avaient un sujet de planning en fait. Ils avaient souvent du retard sur le planning et on l'avait pas vu tout de suite. C'est au détour d'un copil qu'on avait mis en place où il y avait un risque de pénalité client qu'on s'est rendu compte que c'était récurrent. Et donc là, on a travaillé aussi beaucoup plus finement le pilotage du planning. Donc ça, c'est vraiment les clés de succès. C'est bien entendu dans le côté montré, mais aussi dans le côté très factuel et très très proche du terrain. Une des autres clés de succès qui me semble importante, c'est de s'entourer de gens optimistes. C'est-à-dire que bon, c'est bien hein, les ronchons, ça permet de voir où est-ce qu'il y a des problèmes, mais souvent les difficultés, les problèmes, on les voit. Et je me souviens d'un sujet comme ça, on travaillait avec les fondeurs, ceux qui font les parois moulées, les gares hein, du Grand Paris. Et donc on avait mené une première démarche, j'étais avec mon collaborateur, on faisait le bilan. Et puis là, on se dit, oh, mince, ils sont pas encore au rendement. Ah mais t'as vu, ils n'ont pas vu tel problème. Et puis tout à coup, je le regarde et je lui dis mais ouais, mais ils ont progressé en rendement. Et puis ils n'ont pas encore réellement toutes les clés, mais ils ont déjà identifié tous les écarts. C'est déjà un énorme progrès. Et puis ils ont travaillé quelques standards et puis ils sont plus allés sur le terrain. Et en fait, c'est bien plus entraînant et positif que ce que l'on croit. Et si on veut leur donner envie de continuer, c'est ces messages-là qu'il faut qu'on leur passe. Parce que si on leur dit « vous n'y êtes pas encore », mais on ne va jamais les entraîner. Et vraiment, cet optimisme, c'est aussi une des clés de succès. Ce n'est pas toujours facile, mais ouais, ça compte aussi. Il faut savoir regarder le verre à moitié plein, effectivement. C'est ça. Peggy, tu as étudié, je pense que c'est le terme, la théorie du Lean, la techno du Lean. Tu as beaucoup lu, tu as participé à des conférences, tu t'es fortement impliqué dans des clubs Lean avec des industriels. Qu'est-ce que t'apporte cette théorie du Lean ? En quoi cela t'a renforcé, ou pas d'ailleurs ? Et quel parallèle tu arrives à faire entre ton secteur, le BTP, qui est un peu atypique, et ce que tu peux voir ou peux comprendre sur le Lean dans des milieux plus industriels, dans des usines par exemple. Voilà. C'est intéressant ta question, Cyril. Je pense que je n'en suis qu'au début de ma compréhension, mais il y a déjà une première chose que je vais vous partager, c'est que quand j'ai commencé, comme je venais des achats, ce que j'avais vu, c'était plutôt la logistique, et la logistique chantier. Et je voyais bien, quand je travaillais avec des projets un peu conséquents, comme par exemple la ligne grande vitesse Bretagne-Pays de Loire, que ma valeur ajoutée, elle était autant dans la démarche achat, la compréhension des marchés, la préparation de tout ça, que finalement dans l'accompagnement logistique, de les aider à pousser, à exprimer leurs réels besoins, leurs contraintes, comment les optimiser. Et donc j'ai travaillé avec eux autant la logistique que les achats. Donc je suis un peu venue en me disant « Ah mais c'est ça, une des clés, c'est vraiment ça ». Et j'étais restée dans l'idée parce que finalement, pour moi, venant de l'industrie, c'était vraiment une des clés, que l'organisation des flux sur le chantier allait nous régler nos sujets, et que c'était probablement ça, le flux tiré dans le BTP. Et en fait, pas du tout. En fait, le flux tiré, c'est le planning. Pourquoi ? Parce qu'on fait des ouvrages, et qu'un ouvrage, c'est quoi ? C'est un enchaînement de tâches. Et que ce qui compte, c'est que quand la tâche B doit démarrer, la tâche A soit suffisamment avancée pour que la tâche B puisse démarrer. C'est cet enchaînement des tâches qui fait le flux tiré. Et que plus cet enchaînement est fin, plus on est capable de maîtriser réellement son chantier. Et donc, effectivement, ce parallèle,
Bon, j'ai eu la chance de travailler aussi avec des consultants qui sont plutôt des experts du Lean dans le BTP, qui avaient compris ça, qui me l'ont transmis. Mais réellement, c'est là que je me suis dit, ah oui, t'étais complètement à côté de la plaque sur ce sujet. Donc vraiment, la théorie du Lean, ça apporte une chose aussi qui est essentielle, c'est que une fois qu'on l'a compris, on sait mieux l'expliquer. En tout cas, j'espère que je vous l'ai bien expliqué. C'est-à-dire que voilà, pour moi, ça permet d'apporter de la conviction et de bien expliquer les choses. L'engagement des équipes aussi, le fait de les faire s'arrêter, de réfléchir. C'est difficile de faire arrêter une équipe de chantier parce qu'ils voient les 3, les 4 heures, les 5 heures sur lesquelles ils ne vont pas bosser. Hein. C'est très, très, très difficile. Donc, l'engagement des équipes, les aider à trouver des solutions, amener les bonnes idées parce qu'ils en ont énormément, ça aussi, c'est un apport du Lean. Et le troisième, c'est l'endon. On avait fait un Gemba lors d'une réunion du Club Lean Île-de-France. On était allé, je crois que c'était chez Léonie, et ce sujet de l'endon était venu sur la table. Et à un moment, tu nous avais dit, l'endon, c'est vraiment la source de l'autonomisation. C'est vraiment la preuve que là, on a touché quelque chose de profond. Et bien ça m'apporte vraiment de la conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un chef me dit oh, « je vais quand même pas donner des objectifs précis aux gars », des fois qu'ils se contenteraient de faire ça. Et je suis pas sûre que ce soit que dans le BTP qu'on entende ça, hein, ceci dit. Donc, je sais lui dire non, mais on n'est pas du tout en train de parler de ça. On est en train de parler de sa capacité d'autonomie. On est en train de parler du fait que lui-même va pouvoir peut-être t'apporter autre chose et des idées. Et donc vraiment, voilà, le Lean m'apporte ça. Il m'apporte autre chose aussi. Ben c'est le réseau, c'est partager des choses en commun, des difficultés communes, parce que finalement, dans le BTP ou dans l'industrie, on rencontre souvent les mêmes choses. Et donc, cette bienveillance, ce partage, ces échanges, et parfois même un peu de remise en cause, c'est aussi vraiment quelque chose d'important pour moi. Alors Peggy, tu as pris depuis peu de temps, en plus de cette activité de performance, la responsabilité de la direction qualité. Alors là, vous me voyez venir, beaucoup de questions. Lean, qualité, est-ce que ça marche ensemble? Est-ce que c'est compatible? Ouais. Comment on fait cohabiter les deux mondes? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, quand j'ai commencé, le président de l'époque m'avait proposé de prendre la qualité. J'ai dit non. Tout de suite, j'ai dit non parce que je voyais que l'image qui était collée à la qualité, c'était un mal nécessaire, quelque chose qui nous apporte la certification, un garde-fou, hein, tout de même, mais pas plus que ça. Ils ne voyaient pas la qualité comme quelque chose d'opérationnel. Amis qualiticiens, bouchez vos oreilles. Non, parce que 2 ans après, on me l'a reproposé. Et cette fois-là, je n'ai pas dit non. Et maintenant, ça fait 1 an que j'ai la direction performance et qualité. Et je me rends compte de la complémentarité de ces 2 éléments. C'est-à-dire que d'un côté, on a la qualité qui est réellement là pour suivre les standards, pour travailler aussi sur la mesure. On a des gens à l'intérieur de la qualité qui sont dans le détail, qui sont dans le maintien du système, et c'est une vraie force, c'est une qualité, on va dire. Et puis, sur la partie performance, on va être plutôt dans l'amélioration, dans des démarches un petit peu plus techniques. On va travailler de façon scientifique pour revisiter ces standards et puis les faire rentrer à nouveau dans la qualité, la mesure nous ayant apporté les éléments sur lesquels on pouvait travailler. Et les profils sont un petit peu différents. On a des gens qui travaillent plus sur la personne que sur le système, qui sont plus effectivement dans l'animation. Donc pour moi, j'ai symbolisé par le yin et le yang parce que c'est extrêmement complémentaire et je suis ravie de pouvoir avoir ces 2 directions en complément. On y reviendra peut-être dans les questions finales. Un petit mot de conclusion, Peggy? Oui, alors en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que
c'est avant tout une démarche par petits pas. Le lean, on n'arrête pas de le dire, mais quand on le dit par petits pas, c'est aussi pour moi. C'est-à-dire que entre mes croyances d'il y a 3 ans et mes réalités d'aujourd'hui, j'ai beaucoup changé, j'ai expérimenté, on a eu des échecs, et ils sont les bienvenus parce que ça nous permet de se remettre en question. On a eu des succès et on s'est posé la question de savoir pourquoi. Donc vraiment, cette démarche par petits pas, elle vaut pour soi en fait. Et je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Merci Peggy. Tu m'inspires beaucoup dans ton approche parce que le contexte était loin d'être facile et tu arrives par une logique de petits pas, par une logique d'apprentissage progressif, à faire un bout de chemin hyper intéressant, un bout de chemin lean qui se construit petit à petit et qui commence à s'ancrer vraiment au sein d'Eiffage. Donc super, bravo. Merci. Bravo à toi. On va passer aux questions. Une question très pratico-pratique. Comment tire-t-on un andon sur un chantier ? Tu nous as parlé de l'andon. Ça veut dire quoi ? Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, les andons, on les tire pas encore réellement. On le fait plutôt en fin de poste, en début de poste, pour faire le point justement sur les difficultés qui ont été rencontrées et essayer d'y travailler. On n'est pas encore complètement dans l'immédiateté. Vous le faites au niveau d'une demi-équipe ou d'une équipe, c'est ça ? Mais voilà, mais les équipes sont très petites. On a un chef d'équipe, 3-4 personnes autour, un chef de chantier. Donc, pour certains chefs de chantier, et je me souviens d'un chef dans la route où justement on travaillait là-dessus et on faisait une observation et les gars disaient ce chef il est bien parce que quand on a un problème, on l'appelle, il vient nous voir, il nous demande mais c'est quoi ta solution, t'as une idée, et puis souvent il prend la nôtre. Et le chef de me regarder et de dire oui, en fait, parfois c'est pas la meilleure, mais comme c'est la leur, je sais que ça va marcher. Et donc voilà, on a cette chance, c'est-à-dire que l'andon on le tire parce que ça fait partie un peu du métier. Les chefs sont là, ils sont auprès des gens, ils le travaillent, mais on le tire pas avec la démarche aussi globale que ce que l'on voudrait faire. Donc on commence là par petits pas, au moins sur les journées. Alors Charles-Henri qui pose une question sur le Gemba. En tant que lean officer, comment fais-tu pour être présent sur le terrain, sur des chantiers qui peuvent être très variés, voire très éloignés ? Est-ce que tu as des relais ? Voilà, cette présence sur le Gemba, comment ça se passe ? Ça se passe principalement par des relais. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire grandir des gens aussi à l'intérieur des entités. Donc, on a des conducteurs de travaux, parfois des chefs de chantier qui, eux-mêmes, vont conduire des démarches. J'ai des gens dans l'équipe aussi qui font des tours de chantier avec les équipes. Donc, effectivement, sans ces relais, ce serait difficile en fait. Reste-t-il des réticences ? Oh. Et si oui, pourquoi ? Alors, on va essayer de faire court, mais voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Oui, alors j'ai une réticence que j'essaye de faire tomber là, qui est avec un patron où je suis sûre qu'une fois que j'aurai fait tomber ça, on va faire des choses extraordinaires. Il est persuadé que ça peut marcher que lorsque les activités sont extrêmement linéaires. Pour ces autres activités, il n'est pas sûr. Donc ça c'est une croyance, parce que quelque part, quand on fait quelque chose de linéaire, on se dit oh, c'est proche de l'industrie au final, puisque finalement les gens ne savent pas ce que c'est que l'industrie. Ils ne savent pas que parfois une industrie a plus de 1000 références et que c'est pas si linéaire que ça. Donc oui, voilà, une des réticences, c'est de penser que si c'est un peu proche de l'industrie, ça peut marcher. Si ça l'est pas du tout, bon, ça marchera pas. Alors, quel conseil, je tairai le nom de la personne, mais je pense qu'elle souhaiterait un conseil de ta part en tant que lean officer dans une grande entreprise. Quel conseil tu donnerais aux autres lean officers dans des grandes entreprises qui peuvent changer de patron, changer de stratégie ? Voilà.
comment tu arrives à faire ton nid dans ce contexte un peu particulier? On dit souvent que la démarche ne peut marcher, enfin je l'ai entendu souvent, la démarche ne peut marcher que par la conviction du grand patron. Il se trouve que dans les entreprises de la taille d'Eiffage, les choses changent, quoi, et on est tous soumis à ça. En réalité, il faut ancrer les démarches beaucoup plus au terrain. Et j'ai travaillé sur de la transformation sur les achats, et c'était déjà le cas. C'est-à-dire que, au final, j'ai travaillé avec les directeurs d'établissement, avec les directeurs régionaux. Et quand vous en avez quelques-uns qui réellement sont convaincus, finalement, c'est eux qui vont porter le message auprès du nouveau grand patron, ou qui vont à un moment aider à pousser la démarche. Il faut bien entendu avoir le support d'une direction, sinon c'est difficile, hein, on peut difficilement avoir un minimum de moyens. Mais ce qu'il faut surtout, c'est travailler avec des gens plus proches du terrain, parce que c'est eux qui, le jour où vous avez des changements importants, porteront le message. Je l'ai vécu sur les achats, je l'ai vécu sur la performance opérationnelle, puisque mon président a changé et qu'on a malgré tout continué la démarche. Donc je pense que c'est le meilleur conseil que je donnerais. Alors, question sur le contexte un peu du BTP. Comment vous faites pour pérenniser une démarche Lean sur des chantiers qui ont une durée de vie courte, avec des équipes qui peuvent tourner? Quelle place vous donnez aux conducteurs de travaux et aux chefs de chantier dans cette approche Lean? Ce sont des hommes clés. C'est-à-dire que souvent, quand on mène une démarche sur une entité, c'est avec des conducteurs de travaux. Dans les réservoirs là dont je vous parlais, le conducteur de travaux est passé 50% lean officer. Donc ce sont vraiment les hommes clés du changement, et les chefs de chantier aussi. Donc ils sont au cœur du sujet avec nous pour conduire les changements. Et les compagnons? Et les compagnons, en fait, c'est assez intéressant, parce que franchement, c'est les gens avec lesquels c'est le plus facile. C'est-à-dire que ils ont vraiment envie de bien faire, et ils ont toujours plein d'idées. Et parfois, peut-être qu'ils avaient été frustrés de ne pas pouvoir les exprimer, ou qu'ils avaient essayé et puis finalement ça n'avait pas marché, ou qu'ils pensent qu'on ne les écouterait pas. Et quand on leur donne la parole, ça devient extrêmement simple. Ouais, donc vraiment, les compagnons, c'est extraordinaire de travailler avec eux. Une petite question sur le Club Lean. Tu as parlé du Club Lean à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ce fameux Club Lean? Ça me permet de meubler et de trouver la dernière question. Eh bien, en fait, donc c'est le Club Lean Île-de-France. Alors, j'ai bien l'impression qu'il est un petit peu plus ouvert que l'Île-de-France, parce que on a des gars de l'Ouest qui viennent, mais ce sont des réunions que l'on fait 4 fois par an, hein, à peu près. On échange sur des thèmes qui nous sont chers. On fait un Gemba la plupart du temps. On fait des retours d'expérience, et c'est une occasion de partage entre professionnels sur le même domaine. Merci Peggy pour cette promotion du Club Lean. Voilà, et c'est Cyril qui pilote le Club Lean Île-de-France. Il y a une bonne ambiance. Ouais. Une des dernières questions, je pense. Tu as parlé de coach Lean. On a bien compris votre structure. Qu'en est-il du sensei? Est-ce que vous avez fait le choix d'un sensei? Est-ce que vous n'avez pas fait le choix d'un sensei, ou pas encore? Quelle est ta position là-dessus? Alors, j'avais commencé avec quelqu'un que je pensais être un sensei, et en fait j'ai arrêté parce que je pense que c'était soit pas un sensei, soit je m'étais trompée. Enfin bref, ça matchait pas, quoi. Ça doit être comme un psy, en fait, faut trouver le bon. je sais pas. Et puis après j'ai trouvé
une boîte de conseils en ligne, mais vraiment axée dans le BTP, qui sont d'ailleurs plus des experts, donc plus des sensei que réellement des consultants, parce qu'ils mouillent la chemise, ils sont là au quotidien, on se remet en cause ensemble, on travaille vraiment le sujet. Une boîte qui s'appelle IMA d'ailleurs, et que je conseille à tous ceux qui travaillent dans le BTP, parce que sincèrement, ils m'ont beaucoup apporté, et c'est vraiment avec ces échanges-là qu'on progresse. Cela, la lecture, les échanges, il est évident que je ne pense pas que seul on puisse réellement aller très loin. Moi, j'ai une question, Peggy. C'est quoi ton plus beau souvenir là, de ces 2-3 dernières années? Qu'est-ce que tu retiens? C'est un souvenir assez récent. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pas le plus beau, mais c'est celui qui est le plus récent, où sur le dernier copil là, que l'on a fait sur les réservoirs, on leur a transmis un peu les choses en disant ça y est, vous avez une partie des clés, on viendra de temps en temps, mais avancez, vous avez la démarche, vous avez construit votre logique, vous avez quelqu'un pour s'en occuper, et ils ont des chantiers qui tournent bien, qui tournent de mieux en mieux, et ça c'est extraordinaire. C'est très intéressant d'entendre ton intervention, Peggy, parce que je pense qu'elle va parler à tous les lean officers qui sont persuadés que le lean est une démarche qui va les aider, enfin qui va aider l'entreprise, et qui essayent à chaque fois d'aller trouver des alliés, d'aller trouver des alliés dans les managers, d'aller trouver des alliés dans les chefs de chantier ou conducteurs de travaux qui vont bien vouloir tester des choses, aller montrer aux compagnons et sur les chantiers directement sur le terrain des choses, voilà, des pokayoke qui vont être utiles pour faire son métier, quoi. Et on voit bien la difficulté justement d'arriver à faire cette coordination, que les managers comprennent que ça peut être utile et qu'ils essayent avec leurs compagnons. Enfin bon, tout ça, c'est vraiment une sorte de... Chacun fait sa cuisine en essayant de trouver les bons acteurs qui vont être vraiment aussi porteurs de la démarche de la bonne façon. Et je pense que c'est vraiment une problématique auquel sont confrontés évidemment tous les lean officers. Du coup, moi, j'avais juste envie de te poser une dernière question. C'est quoi tes indicateurs à toi qui vont te montrer que tu as avancé comme tu voulais par rapport à cette mission que tu t'es fixée? Un premier qui est simple, c'est déjà le nombre de chantiers couverts. Et quand dans une entité, on arrive à se dire, bon, on va généraliser sur l'ensemble des chantiers, c'est un excellent indicateur. C'est aussi des solutions, trouver des solutions mises en œuvre, parce que ça, c'est aussi la preuve, et qui perdure d'un chantier à l'autre, parce que c'est toute la difficulté. Un chantier pourrait très bien avoir une bonne idée, la garder pour soi, et que ça ne passe pas sur l'autre. Donc, des solutions trouvées, d'optimisation. Et puis après, on va effectivement être sur des choses assez basiques de respect du planning. Parce qu'après tout, le respect du planning, c'est en grande partie la performance, et je vous ai expliqué pourquoi auparavant. Oui, tu nous as montré le flux tiré chez vous, c'est le planning, c'est clair. Enfin, c'est clair, en tout cas, ça semble évident, cette coordination entre tous les intervenants qui ont à venir sur le chantier, enfin, à contribuer au chantier. Et c'est vrai, quand on a compris la puissance du flux tiré sur cette question du planning, je pense que ça peut aider aussi à avancer un peu mieux.